Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Pas de mandataire politique aujourd'hui avec nous, mais bien un représentant de la société civile, Nicolas Van Nuffel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du CNCD 1111, le Centre national de coopération au développement, et c'est en fait une coupole d'ONG, d'associations qui s'est fort mobilisée, notamment dans le fameux dossier du traité de libre-échange avec le Canada. Vous étiez contre le CETA. Alors, il était signé ce week-end. C'est l'accord de commerce le plus progressiste jamais signé. On dit Jean-Claude Juncker et Justin Trudeau ce week-end. D'accord avec ça ? Évidemment pas. On a vu des lignes bouger ces dernières semaines qui ont permis de limiter une série de dégâts. On est satisfait d'une série d'avancées, mais le CETA reste un nouveau type d'accord que l'Union européenne ne connaissait pas jusque-là, qui mélange le commerce et les investissements, et avec dedans une série de mesures qui sont dangereuses pour l'Europe, dangereuses pour le Canada et dangereuses pour les autres pays, notamment les pays en développement demain, puisqu'ils prétendent en faire le modèle d'accord du XXIe siècle. Et qu'est-ce qui différencie cet accord des autres ? Parce qu'on nous a dit, il y a eu plein d'autres accords qui n'ont jamais posé de problème auparavant. Pourquoi est-ce que celui-ci est spécifique ? Alors le traité de Lisbonne a donné à l'Union européenne des nouvelles compétences qu'elle n'avait pas dans le passé. Donc jusqu'ici, on négociait des accords qui étaient des accords de commerce, purement et simplement. Quand vous négociez un accord de commerce, en gros, vous négociez la baisse des droits de douane entre deux pays ou régions pour permettre l'échange de plus de marchandises et de services. Ici, on est dans une nouvelle génération d'accords qui va beaucoup plus loin. D'ailleurs, CETA, en français, c'est AECG. C'est un accord économique et commercial global. Ça veut bien dire ce que c'est. On va beaucoup plus loin que le commerce et on met là-dedans une série de mécanismes pour favoriser les investisseurs qui créent un déséquilibre démocratique. Alors, un des points qui avait été soulevé pendant tout le débat qu'il y a eu, c'était celui de l'arbitrage lors de conflits entre finalement les États et des sociétés qui pourraient attaquer. On dit que cet arbitrage privé, là, maintenant, il est écarté. Vous êtes satisfait ? Non, parce que le principe de l'arbitrage est toujours là. Donc, plutôt que d'utiliser... Alors, à un moment, il faut trancher, mais il y a pour ça, on est quand même... Surtout qu'on parle du Canada et de l'Union européenne. Donc, on parle d'état de droit démocratique. On a des systèmes de justice qui existent chez nous. Ici, en fait, ce qui est prévu, c'est que les multinationales, les investisseurs en général, mais principalement les multinationales, vont pouvoir attaquer les États s'ils prennent des mesures qui créent ce qu'on appelle de l'expropriation indirecte. Et le problème de la jurisprudence qu'on a jusque-là en termes d'expropriation indirecte, c'est qu'il y a une acception très large de ça. Des améliorations des normes sociales, des normes environnementales ont été attaquées par les investisseurs. Donc on comprend bien qu'à un moment, il faut trancher s'il y a un problème entre un investisseur et un État. Mais comment se fait-il que les investisseurs puissent attaquer les États et pas l'inverse ? Et comment se fait-il qu'on ne prévoit pas d'abord d'épuiser l'ensemble des recours chez nous, des recours dans le système judiciaire. Est-ce que vous criez pas au loup un peu trop vite parce qu'il y a d'autres traités qui existent avec déjà ce recours à des instances là 100% privées et on voit que dans la majorité des cas, les États sont gagnants et les sociétés... Ça, c'est ce que les défenseurs de ce type de mécanisme disent. Ce n'est pas vrai que dans la majorité des cas, les États sont gagnants. Donc, il y a plus de cas où les États sont gagnants que d'états où les États sont perdants. Le problème, c'est qu'il y a tout ce qui est dans l'entre-deux. Donc, dans la majorité des cas, soit l'investisseur est gagnant, soit il y a un compromis qui est fait entre les deux. Mais quand il y a ce compromis, souvent l'État a retiré la règle qu'il avait décidé d'établir et il a indemnisé l'entreprise. Donc dans la majorité des cas, quand il y a un recours de ce type-là, l'État, d'une façon ou d'une autre, doit changer des règles qu'il avait édictées tout à fait démocratiquement. Alors, un des éléments que vous pointez aussi, c'est la fameuse liste négative de services publics. Donc, pour l'instant, on peut dire ce qu'on ne veut pas qu'il soit libéralisé et tout ce qu'on ne mentionne pas, en fait, l'est d'office. Voilà. Donc, dans les accords de commerce traditionnels, on se met d'accord en début de négociation sur les sujets sur lesquels on va négocier. Et puis, à la fin, on arrive avec une liste positif qui dit on va libéraliser le transport, l'énergie, etc. Sur base de ce sur quoi on est tombé d'accord. Ici, on a pris l'approche inverse. Tout est libéralisé, sauf ce qu'on a décidé de protéger. Et une des choses qui ont bougé dans les derniers jours de négociation, ça a d'ailleurs été qu'enfin, la Belgique a explicitement dit qu'elle allait protéger son système de sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais se pose aussi la question de tous nos services de demain. En 1830, qui aurait pu imaginer qu'on allait créer le téléphone, le télégraphe, les chemins de fer, etc. Et à un moment, notre État a décidé démocratiquement de créer des services publics. On a ensuite décidé dans les années 1990, démocratiquement, qu'une série de ces services publics seraient libéralisés. Demain, si des nouveaux services que je ne peux même pas imaginer aujourd'hui sont inventés par nos enfants, eh bien, ils devront par définition être directement libéralisés. On aura beaucoup plus difficilement la possibilité... On ne peut pas les rajouter à la liste ? Normalement, quand la négociation est terminée, elle est terminée. Donc il faudra rouvrir les négociations pour pouvoir les rajouter à la liste.
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé plus loin finalement? Parce qu'il y a eu ici un blocage, il y a quand même des avancées qui ont été obtenues. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté et que tout à coup on a dû vite vendredi faire passer tout ça dans les parlements? C'est clairement la Commission européenne et le gouvernement fédéral qui ont poussé les entités fédérées, donc la région wallonne, la région bruxelloise, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone, à bouger le plus vite possible. Et c'est une question de rapport de force. C'était un match à 1 contre 10 ou à 1 contre 27. La région wallonne a un peu pris le leadership là-dedans. Elle a fait ce qu'elle a pu. Il y a des lignes qui ont bougé, qui sont insuffisantes pour nous. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait autant de débats partout en Europe qu'on en a connu au Parlement bruxellois ou au Parlement wallon. Les parlements en Belgique sont ceux qui ont passé le plus de temps à analyser ce traité. Est-ce que c'est un hasard si à la fin ils ont dit non? Ouais, est-ce qu'il va encore y avoir des débats? Parce qu'on sait qu'on n'est pas au bout du processus. Maintenant, la Cour de justice doit se prononcer sur ce système d'arbitrage. Et puis, pour voir s'il y a une compatibilité ou pas avec les traités. Et puis après, il y a aussi des ratifications qui doivent se faire dans les différents parlements. Donc, est-ce que ça pourrait encore être bloqué? Tout à fait. Ce n'est pas du tout terminé. Donc, une des avancées qu'on a obtenues dans la semaine de négociation entre la région wallonne et les autres partenaires, c'est l'engagement par la Belgique d'aller à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg pour demander si ce système de cours publics, semi-publics, d'arbitrage entre les États et entre les investisseurs et les États est compatible avec les traités européens. On verra bien comment ils se prononcent. Il y a des études juridiques qui vont dans un sens comme dans l'autre, mais ça pourrait faire complètement sauter ce traité. Et puis surtout, il va devoir passer maintenant devant le Parlement européen pour approbation. Et puis, on était actuellement qu'à l'étape de la signature. Il va falloir que l'ensemble des États le ratifient. Et pour le ratifier, ça va de nouveau passer dans les parlements. Et la région wallonne, en particulier, a dit que tant qu'on n'avait pas mis en place une cour multilatérale sur les investissements, elle ne ratifierait pas le traité, le CETA. Alors, région wallonne, on en a beaucoup parlé. Paul Magnette, chevalier blanc ou gros coup de com' dans cette histoire? Ce n'est pas notre rôle de donner des bons points et des mauvais points aux différents partis politiques. Il y a eu en tout cas, au-delà de Paul Magnette, il y a eu dans les partis francophones une assez grande unanimité, à l'exception d'un parti, qui est le mouvement réformateur. Tous les autres ont dit leur désaccord avec le CETA. Et si on en est arrivé là, c'est justement parce qu'on a dépassé les clivages majorité-opposition. Maintenant qu'il y a un accord, chacun revient dans son rôle. Certains disent on a tout changé, d'autres disent ils n'ont rien changé. Je pense que la vérité est entre les deux. Le clivage au niveau du fédéral, on ne l'a pas trop dépassé, là, vu que le MR est dans la majorité, pas les autres. Donald Tusk, le président du Conseil européen, déclare « C'est l'application provisoire du CETA qui sera la meilleure forme d'éducation pour surmonter les réticences des citoyens européens. » En gros, il faut tester et puis vous serez convaincus. Vous pouvez le suivre là-dessus? Non, en particulier parce que l'application provisoire, tant qu'on est dans l'application provisoire, il n'y a pas ce mécanisme de cours d'arbitrage entre investisseurs et États qui est un des principaux problèmes dans le traité. Et donc, en effet, je pense que la mise en application provisoire va nous permettre de voir et de monitorer un peu si certains des dégâts qu'on annonçait arrivent ou pas, et on verra si Donald Tusk a raison ou si c'est nous sur certains aspects. Il n'empêche qu'on doit maintenant avoir un vrai débat sur les prochains accords qui vont être négociés par l'Union européenne. La Commission européenne veut des mandats maintenant pour négocier des accords du même type. Avec les États-Unis? Alors, elle a déjà un mandat pour négocier avec les États-Unis et ça va être très difficile, je pense, d'arriver à un accord, le fameux TTIP. Mais maintenant, elle veut négocier avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande et avec des pays en développement comme le Mexique ou le Chili. Et donc, pour nous, ce qu'il faut maintenant, c'est avant de partir sur des nouveaux mandats, qu'on ait une bonne fois un débat sur le modèle d'accord que l'Union européenne veut promouvoir. Est-ce que ce qu'on a obtenu ici pour le CETA, est-ce que c'est quelque chose qui est acquis finalement pour les autres? Est-ce qu'on pourra faire moins? Absolument pas. Donc, certains disent on va en faire un modèle pour l'avenir. Pour nous, c'est un modèle insuffisant. Mais ce qu'il va surtout falloir voir, c'est sur les prochains mandats, ce qui va être marqué dedans. Et il faut quand même savoir que le mandat qui avait été donné sur le CETA au départ, il a été publié 1 an et demi après la fin des négociations. Donc, ce que nous demandons, c'est que les mandats de négociation soient discutés démocratiquement, qu'on puisse avoir un débat là-dessus, et pour qu'ensuite les négociations se fassent aussi de façon transparente et qu'on ait un débat à la fin. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on ait dit à la région wallonne, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous remettez en cause alors que les négociations sont terminées? En droit, une négociation se termine au moment de la signature. Et la signature, elle a eu lieu hier. Donc il était tout à fait normal que ceux qui souhaitaient promouvoir un débat le fasse avant la signature. On était dans les temps. Le CNCD 1111 a été attaqué directement par Didier Reynders dans une interview. Il pointe vos experts en disant qu'il croit qu'il représente seul la société civile. Comment vous réagissez? Didier Reynders a la responsabilité de ses propos. Ce qui est important de savoir, c'est que le CNCD 1111 représente 85 organisations
à lui tout seul, mais que surtout il a joué un rôle de coordination d'une plateforme extrêmement large d'acteurs qui s'étaient opposés au CETA, dans lesquels vous avez les organisations syndicales, les mutuelles, vous avez des organisations de consommateurs. Donc l'opposition au CETA, elle était beaucoup plus large et elle dépassait le clivage des ONG d'un côté et du monde économique de l'autre. Je rappelle que l'Union des classes moyennes, par exemple, s'est opposée au TTIP et a d'énormes réserves sur le CETA. Je suppose que justement, dans toutes ces associations, toutes ces ONG, il y a des points de vue quand même très différents. Comment trouver la juste voix qui rassemble tout le monde pour avoir une voix représentative? C'est tout notre métier. Et d'ailleurs, si vous allez lire toutes les positions qui ont été prises par le collectif dont je vous parle, ce n'est pas du tout des positions qui sont contre le commerce, contre les relations avec le Canada, etc. Ce sont des positions qui sont étayées, qui sont basées sur une longue analyse et qui disent le commerce, c'est un vecteur puissant pour promouvoir le développement économique et social, mais seulement à certaines conditions. Et nous pensons que le CETA et encore moins le TTIP sont des accords qui ne respectent pas ces balises. Vous avez un relais comme ça au Canada ou aux États-Unis, des associations qui font le même travail? Bien entendu, on est en dialogue avec un mouvement citoyen au Canada qui s'appelle le Conseil des Canadiens, qui est aussi opposé au CETA, notamment sur la base de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui a fait énormément de dégâts au Canada. Maintenant, soyons clairs, au Canada et aux États-Unis, tout le débat est actuellement braqué sur le traité transpacifique, qui est un traité du même type en négociation avec des pays d'Amérique latine et d'Asie. Et j'ai eu au téléphone ce week-end une personne du Canada qui me disait, en tout cas merci les Belges, merci les Wallons, puisque là-bas ils disent les Wallons, d'avoir provoqué le débat. Enfin, au Canada, on commence à avoir un débat sur nos accords de commerce. Ouais, en Belgique, on s'est réveillé aussi au niveau du grand public, TTIP et CETA. Personne ne connaissait ça il y a quelques mois. Ici, il y a une appropriation du débat par monsieur, madame, tout le monde. Oui, pour moi, ça c'est peut-être la plus grande avancée qu'on ait obtenue ces dernières années. Nous, on travaille depuis très longtemps sur la question des accords de commerce, depuis des années sur ces clauses investisseurs-État. Et jusque-là, on avait parfois l'impression de prêcher dans le vide parce que ça n'intéressait pas le citoyen, qui ne se rendait pas compte, qui ne comprenait pas. C'est des sujets qui peuvent paraître extrêmement techniques. Aujourd'hui, grâce au TTIP et au CETA, on a un débat démocratique. Tout le monde ne doit pas être d'accord dans un débat démocratique, c'est bien la définition de la démocratie. Mais j'espère que ce débat va rester et que la signature qui a eu lieu ce dimanche n'est pas la fin du débat parce que, je le dis, c'est tout notre modèle commercial pour le siècle qui vient qui est en discussion. Mais on va suivre encore les étapes de ce dossier dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce que ça va prendre encore du temps. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, un nouvel invité dans l'interview. Belle fin de journée à tous.